Bonjour à tous, je suis François Bégodeau et je vais faire un entretien pour la chaîne À Gauche. C'est bien de commencer par là parce que ça permet comment dire, de poser un peu le jeu parce que je pense que parfois on se méprend sur une chose. Je vais venir à Nietzsche, mais tu vas comprendre. Moi, je peux penser politiquement. Ça n'a échappé à personne. Et je trouve qu'il est toujours intéressant de penser politiquement sa vie, et donc dans des coordonnées politiques, par exemple droite-gauche, par exemple, bon. Je ne pense pas que la pensée politique ait le monopole de la pensée. Et j'aime bien rappeler à des gens que je trouve que moi j'appelle un peu trop politico-centriques, que, on n'est pas toujours obligé de se saisir de la pensée de quelqu'un ou d'un livre ou d'un film ou de je ne sais quel aspect de la vie, politiquement, en tout cas dans les coordonnées qui sont par exemple celles du marxisme, qui par ailleurs m'importent. Bon, tout ça pour dire quoi? Moi, ça vient, je pense, du fait que je suis un littéraire à la base. Un littéraire, c'est pas quelqu'un qui lit de la philosophie ou des idées, c'est quelqu'un qui s'ouvre à l'imaginaire d'un auteur ou à l'univers d'un auteur. Bon, quand j'avais 15 ans, je lisais Balzac. Balzac, c'est un catholique, il était pour la Restauration, Balzac. Il était anti-révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, fondamentalement. Il n'était pas très, très en harmonie avec 1789. Mais quand on lit Balzac, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais on peut quand même se trouver bien dans Balzac, parce qu'on trouve ça beau, parce qu'on trouve qu'il agence bien ses récits, parce qu'il a des phrases brillantes, parce qu'il nous invite à... Bon, j'ai l'air d'être un peu dans une digression là, mais en fait pas du tout. Parce que c'est vraiment important de toujours rester son esprit, aussi politisé soit-on, même si on a des options extrêmement sèches politiques, et ce qui est mon cas, comme tu sais, je crois que c'est quand même intéressant de rester ouvert à toutes les propositions conceptuelles, théoriques, esthétiques, et de prendre le temps de lire. Donc moi, quand je lis Nietzsche, le premier truc qui me frappe, et qui m'a frappé quand je l'ai lu à 18 ans, puis à 25, puis à 30, puis encore maintenant, c'est que je trouve ça fort. C'est fort. Ça fait penser tout le temps. Et même quand ça me déplace, même quand ça me déstabilise, même quand c'est pas exactement énoncé dans les coordonnées qui sont les miennes. Par exemple, je le dis tout bonnement, je pense que Nietzsche n'a rien compris à ce qui était un mouvement contemporain, pourtant, de sa vie, qui est le mouvement ouvrier ou le mouvement anarchiste ou l'internationale ouvrière. Enfin, je veux dire, il ne comprend rien à ça en tant que petit bourgeois prussien. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est tout ça. Et donc, il va en avoir une espèce de vision un peu lointaine, et donc il va dire des choses qui sont absolument pas intéressantes. C'est-à-dire que moi, quand je lis Nietzsche, j'en attends aucun truc intéressant sur la captation du réel social. C'est pas son truc, c'est pas comme ça qu'il pense. Il pense autrement, avec d'autres paradigmes qui lui viennent de son éducation, de son milieu, de son père qui était pasteur, de tout un tas de choses, de ses voyages, quoi. Bon, donc se demander si Nietzsche est de gauche ou de droite, c'est pas une question intéressante en fait. Ce qu'il faut se demander, c'est ouvrez des Nietzsche et essayer de penser avec lui, et vous verrez que c'est intéressant. Alors moi, il y a quand même un truc que je crois on peut quand même aller chercher chez Nietzsche, et qui, non pas pour être rabattu sur nos axiomes politiques, mais en tout cas peut-être dialoguer avec ces axiomes, les étoffer, les enrichir, les nuancer peut-être éventuellement dans le bon sens du terme, c'est que d'abord, Nietzsche était quand même un penseur extrêmement subversif. Bon, et où est-ce qu'il est subversif, Nietzsche? C'est qu'il subvertit la morale. Alors ça, c'est intéressant de subvertir la morale. C'est-à-dire qu'il opère ce qu'on appelle le renversement des valeurs. Alors par exemple, le renversement des valeurs, ça nous mène très très loin. Ça mène que quand vous voyez, par exemple, je sais pas, un homme accumuler des crimes, le réflexe moral consiste à le réprouver, bien sûr. Et c'est tout à fait juste qu'on réprouve quelqu'un qui tue autrui. Et moi, je vais pas faire le malin. Je pense que cet homme devrait être mis hors d'état de nuire, et éventuellement jugé, éventuellement condamné. Mais le regard de Nietzsche nous dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas affaire à quelqu'un qui a une puissance vitale supérieure? Et que c'est pour ça qu'il s'autorise le crime, parce qu'il n'a pas peur de la punition, il n'a pas peur du sermon. Donc nous avons affaire à un courageux aussi. Nous avons affaire... Bon, c'est ça Nietzsche. Tu vois, il y a un regard qui serait, disons, un peu classiquement moral, et lui, il nous invite à regarder les choses. Bon, moi, toutes les pensées subversives m'intéressent. Donc c'est ça qui serait le lien, si tu veux, entre mon goût pour Nietzsche et mon goût pour, par exemple, l'anarchisme, ou par exemple des pensées subversives, quoi. Après, je rentre pas dans le détail, mais
il y a toujours eu une saisie de gauche de Nietzsche. Elle était très en vogue dans les années 70. Elle a disparu. Ça, c'est vrai qu'à travers des penseurs comme Foucault, Deleuze, qui étaient très nietzschéens, la gauche, à l'époque, s'était presque accaparée Nietzsche. Et il se trouve que c'est effectivement, depuis 10-20 ans, quelques rigolos de droite se sont amusés à se proclamer nietzschéens et à repeindre Nietzsche en une espèce de masculiniste, aristocrate et compagnie. Tout ça est tout à fait risible et ces gens-là, en fait, ne lisent dans Nietzsche que ce qui les arrange, quoi. Mais enfin, voilà. J'ai été un peu long, mais c'est vraiment important de ne pas toujours plaquer les mêmes grilles sur tous les objets dont on s'empare, quoi. Il faut essayer autre chose. Et donc, moi, je l'ai toujours dit, je pense pas que Nietzsche soit de gauche. C'est ridicule de dire ça. Mais je trouve que ça fait toujours du bien aux gens de gauche de lire Nietzsche. Voilà ce que je peux dire. Ça par exemple, c'est sage. Si seulement Julien Rochdy pouvait aussi fermer sa gueule, ça serait pas plus mal sur le sujet. Bah, si tu veux, le temps de s'inquiéter du recul de la pensée marxiste à gauche est derrière nous. Parce que moi, j'ai 50 ans, si tu veux. Donc, j'ai été ado dans les années 80, qui sont quand même des années calamiteuses pour la pensée, dans la mesure où c'est le moment où on liquide le marxisme, après qu'il avait un peu quand même dominé, en tout cas le champ intellectuel, pendant les années 50, 60, 70. Donc moi j'ai grandi, je me suis formé au marxisme, si tu veux, à un moment où toute l'époque me disait mais t'es vraiment un ringard, c'est fini, tout ça est liquidé. C'était parce que le bloc de l'Est était en train de s'effondrer, mais pas seulement, il y avait plein de raisons à ça. Donc si tu veux, après moi j'ai vu revenir dans les années 90, dans les années 2000, en fait moi ce que j'ai plutôt constaté, c'est quand même que les gens de gauche réapprenaient un certain nombre de gestes marxistes fondamentaux et de gestes analytiques marxistes fondamentaux. Et je t'avouerais que depuis 10 ans, je veux dire, alors je ne sais pas si c'est le cas au Québec, je connais mal les champs intellectuels ou politiques qui ne soient pas français, et c'est pas parce que je sois étriqué, mais c'est parce qu'on connaît toujours un peu mieux son environnement proche. Et je te dirais qu'en fait, on n'a jamais vu autant qu'aujourd'hui, depuis 40 ans en France, des gens réutiliser les lunettes marxistes, quoi. On a vu revenir en force quand même des notions de classe, les notions de rapport de classe, les notions de rapport de production. Il y a un féminisme marxiste qui existe et qui est tout à fait intéressant et dense. Je crois, il y a par exemple les indigènes de la République qui sont, je pense, un phénomène assez français, me semble-t-il. Je ne sais pas jusqu'à quel point leur notoriété va jusqu'au Québec. En France, leur notoriété n'est pas si grande non plus, mais moi, c'est des gens qui m'intéressent. Bon, je veux dire, c'est des gens qui proposent ce qu'ils appellent un antiracisme politique et qui est en fait je pense, tout à fait inspiré quand même de la lecture de Marx du réel, quoi. Donc, si tu veux, comment dire, bon, la pensée marxiste est évidemment minoritaire. Je veux dire, ça, c'est la base. Nous sommes tellement imprégnés de valeurs libérales que ça serait quand même bizarre que les gens deviennent marxistes, tu vois, tant ils sont bombardés en permanence de propagande libérale et marchande. Mais quand même, il y a quand même une vraie vitalité, quand même, une nouvelle vitalité, si tu veux, de l'appréhension marxiste du monde, qui d'ailleurs peut tout à fait se renouveler, reconsidérer des fondamentaux du marxisme, parce qu'évidemment, il faut un peu ripolliner tout ça, quoi. Je veux dire, Marx en aurait été le premier d'accord. Donc, si tu veux, non, l'heure n'est plus trop à déplorer qu'on soit... Quand je faisais du punk rock, il y a la trace dans certaines chansons, c'était dans les années 90, du fait que vraiment je me sentais seul, quoi. Je me sentais seul avec mes potes de mon groupe, et puis quelques autres. Bon, quand on disait Marx Not Dead en faisant une espèce de fusion entre Punks Not Dead et Marx, je veux dire, on était 12, quoi. Bon, on est beaucoup plus nombreux maintenant, quand même. Mais, tu sais, là, c'est pareil, hein, si tu reprends les choses un peu dans le processus récent, franchement, il aurait été tout à fait impossible que des intellectuels un peu en vue quand même s'ils restent très marginaux, hein, ils ne sont pas très invités dans le mainstream, en France, Friot et Lordon mettent en avant le mot communisme. Ce qui est intéressant, c'est que Lordon lui-même en parle. Friot. Friot a, je crois, quelque chose comme 70 ans. Et souvent, il raconte lui-même son parcours. Lui, il a toujours été au PC, je ne sais pas s'il y a encore maintenant, mais il est vraiment PC-CGT. Chercheur sur le travail, essentiellement. Je crois que c'est son domaine de spécialité. Et il a raconté à quel point lui-même, dans les années 80, 90, 2000, 80-90 essentiellement, avait tellement incorporé la réaction anti-marxiste qui était au travail à l'époque, il avait tellement, alors qu'il avait vraiment des bases très, encore une fois, communistes, cégétistes, et donc marxistes,
qu'il avait tellement incorporé ça que lui-même avait désappris à utiliser les mots fondamentaux de communisme, comme s'il avait une espèce d'incorporation de la honte, comme si on nous avait foutu la honte d'utiliser ce mot. Donc si tu veux, par rapport à ce paysage qui était celui des années 80-90, le fait que deux intellectuels vraiment importants du moment, Lord Onfrio, s'unissent pour mettre en avant le mot communisme, que l'un d'entre eux appelle son livre Figure du communisme, c'est tout à fait inespéré, ne serait-ce que par rapport à il y a 10 ans. Donc on est vraiment sur un point où on peut de nouveau, enfin personne ne l'a jamais interdit, évidemment c'est beaucoup plus subtil que ça, personne, moi, m'interdisait de me proclamer communiste quand j'étais à la fac de lettres en 92 ou 13, si tu veux. Simplement, ça se faisait plus. Et nous-mêmes, nous étions désaccoutumés à utiliser ce mot tellement il était quand même frappé de honte, frappé d'infamie. Et on avait, c'est marrant, hein, comment on peut se vivre comme très rebelle et très, si tu veux, irréductible ou très résistant aux mots d'ordre ou aux diktats libéraux. On finit quand même toujours par les incorporer un peu. Et je dirais, depuis 10 ans, c'est fini. Je veux dire, on a de nouveau, on brandit l'idée du communisme. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux mots de la langue, communiste. Je pense que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Mettre en commun des choses que les marchands ont accaparées et privatisées. C'est pas autre chose, hein. Et donc, et pour peut-être convertir des gens à ça, convertir c'est un mot un peu religieux, mais pourquoi pas, en tout cas convaincre, je crois qu'il faut toujours prendre des cas précis. Et donc, on va prendre une situation et on va voir qu'est-ce qui pourrit la situation. Nous allons prendre la situation de l'alimentation et nous arriverons assez vite au fait que finalement, fondamentalement, le problème de l'alimentation, c'est qu'il est accaparé par les marchands. C'est-à-dire qu'un besoin vital est marchandisé. Ceci est totalement contradictoire. Ceci est insoutenable. D'ailleurs, ça devient écologiquement insoutenable. Ce qui me permet de dire une chose, si tu veux, moi aussi, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup... Alors, j'ai un peu ça dans mon public, d'ailleurs, par exemple, tu vois, pour dire les choses un peu prétentieusement. Les gens qui me lisent un peu... il arrive que je fasse des rencontres publiques et donc je me rends compte un peu d'une certaine jeunesse quand même, et d'une jeunesse effectivement vingtenaire et qui semblerait rallier à un certain nombre de paradigmes radicaux, exemple, une façon marxiste de penser. Alors comment c'est arrivé tout ça? Il faut jamais oublier, et c'est très marxiste de penser comme ça, que c'est d'abord des conditions matérielles qui font advenir un mouvement intellectuel massif et un ralliement massif, par exemple, de la jeunesse à certaines idées. Donc je pense qu'il faudra aller voir du côté d'une néo-précarité, notamment du monde étudiant, il faudra aller voir du côté de la question écologique, de l'urgence écologique, hein, je veux dire, qui est un fait matériel, et qui est en train de devenir quand même un super vecteur d'accès à l'anticapitalisme. Hein, parce que, effectivement, si l'écologie sans marxisme, c'est du jardinage, hein, c'est un des slogans qu'on peut lire ici ou là, comme le féminisme sans anticapitalisme et du développement personnel. J'aime bien ces formules-là, ou le féminisme sans marxisme. L'écologie, pareil. Donc, je veux dire, pour peu qu'on ait un cerveau à peu près disposé à penser et qui aurait comme ça, qui partirait d'une espèce de sentiment, pourquoi pas d'inquiétude écologique, en tout cas de panique écologique aussi, en tout cas de constat, concret et matériel qu'on court quand même à la catastrophe. Je veux dire, quiconque s'arme de penser à ce moment-là arrive assez facilement à la vraie identité des pollueurs, la vraie identité des destructeurs et des prédateurs. Enfin, je veux dire, ils sont les marchands, quoi. Bon, alors voilà, donc je pense que c'est tout ça qui fait que quand même, si tu veux, moi je n'en reviens pas. Et pour la première fois de ma vie, tu vois, c'est sans doute un symptôme de vieillissement, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je me suis dit, bon, moi je suis bon à rien maintenant. Moi je peux pérorer, tout ça, je peux dire des trucs, je peux faire, bon, je peux parler comme ce soir, tu vois. Mais, ou ce matin chez vous, moi, j'ai envie de m'en remettre totalement à cette jeunesse, vraiment. Je crois beaucoup en elle, je crois en sa force, en sa puissance, en sa radicalité, en son intelligence aussi. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes gens qui sont quand même beaucoup plus malins que moi je l'étais à leur âge, y compris politiquement. Donc, il se passe quelque chose quand même, tu vois. Comme d'habitude, le spectacle du monde peut nourrir un certain désespoir, un certain accablement, un certain désarroi, c'est vrai. Il y a quand même toujours dans le monde de quoi se dire, mais il se passe quelque chose, il se passe, comment dire, il y a à la fois des éléments de désarroi, il y a aussi des éléments qui pourraient être l'antidote à ce désarroi. Non, c'est pas aussi linéaire que ça. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça demanderait un gros récit très précis et factuel, mais la dramaturgie qu'a succinctement évoqué Aude l'autre jour et toi maintenant n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que le moment d'harmonie avec la bourgeoisie
auquel censément la rupture Histoire de ta bêtise aurait mis fin, n'a jamais eu lieu. Et je peux te certifier que moi j'ai écrit un premier livre en 2003. Ce premier livre a eu un peu de succès, et un succès critique. Et puis est arrivé assez vite Entre les murs, qui a été un gros succès, le livre. Et puis ensuite, il y a eu le film. Et le film a bénéficié d'une certaine visibilité, notoriété, et j'ai touché un certain chèque à ce moment-là. Il faut savoir que très très vite, je dirais en 2008-9, je subis un backlash, comme on ne disait pas encore à l'époque, d'une immense violence. C'est-à-dire que par exemple, je sors un livre en 2009 qui s'appelle Vers la douceur, qui est souvent assez apprécié par mes lecteurs, mais qui va se faire totalement lyncher par toute la presse. Je vais à ce moment-là être extrêmement insulté beaucoup. Je crois dans un phénomène qui n'était pas genre forcément Bégodeau, on l'a repéré comme gauchiste, mais c'était quand même, oui, ce qu'on appelle les phénomènes de backlash, quoi. Je pense, et puis par ailleurs, je pense que j'avais pas eu l'attitude qui était conforme. La bourgeoisie déteste qu'on soit ingrate avec elle, c'est-à-dire qu'elle a toujours l'impression qu'on nous offre des choses, donc on t'a offert une certaine notoriété, une certaine visibilité, et même un prix relativement notoire, même si je rappelle toujours que cette panne ne me revient pas, qu'elle revient au film que je n'ai pas réalisé. Donc par ailleurs, je n'ai pas plus que ça bénéficié de ce genre de subside. Donc c'est plus compliqué que ça, et moi, dès ce moment-là, il y a une grande conflictualité quand même entre toute une partie de la presse et moi, parce que je pense que je joue pas le jeu. Par exemple, je ne me rends pas au César, ça c'est très très mal perçu. Par ailleurs, déjà à l'époque, j'ouvre un peu ma gueule quand même sur les plateaux. Je ne refuse de jouer le jeu de la bien-pensance post Entre les murs, qui m'agaçait énormément et contre laquelle j'ai écrit très très vite, parce qu'il y avait une espèce de bien-pensance cool autour de ce film qui m'a très très vite exaspéré, et donc je n'ai pas joué ce jeu-là non plus. Donc voilà, tu vois, je sais que c'est pas très intéressant ce que je dis, parce que c'est des choses finalement qui n'engagent que mon parcours individuel, mais comment dire, il n'y a pas eu de moment bourgeois de l'histoire de François Bégodeau. C'est pas vrai. Et de la même façon que, inversement, Histoire de ta bêtise a provoqué quoi a provoqué le fait que je me fasse virer d'un magazine. Bon, très bien, pourquoi pas. Ensuite, effectivement, un certain boycott des médias mainstream. Bon, ça change pas trop la vie, tout ça. Ma vie n'a pas changé. Ma vie est la même. Moi, je passe ma vie à écrire, à lire. J'ai continué à écrire, à lire. Je te dirais même que matériellement, par exemple, Histoire de ta bêtise est un succès. Donc, à la fois, peut-être qu'on pourrait dire, ah, les bourgeois rompent avec moi, mais enfin, je publie quand même ce livre chez Fayard, dont la directrice à l'époque s'appelle Sophie de Closet, qui est une bourgeoise cool, fille par ailleurs de François de Closet, grand intellectuel libéral, ultralibéral, thatchérien pénible, et mon éditrice s'appelle Stéphanie Pollack, et j'ai beaucoup de sympathie et d'amitié pour elle, mais il est tout sauf une femme de gauche. Donc, si tu veux, c'est plus compliqué que ça. C'est jamais il était bien avec eux, et puis d'un seul coup ils se sont retournés contre lui. Ça c'est Walt Disney, ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, moi je pense que j'ai toujours enregistré, et dès le lycée, où j'étais dans un lycée bourgeois nantais, une inimitié, une conflictualité entre la classe bourgeoise et moi, et donc ça n'a jamais été de soi. Et donc je le disais d'ailleurs dans Histoire de ta bêtise, je disais, tu ne m'as d'ailleurs pas fait si bon accueil, hein, je veux dire, me souvenant bien du fait que ça a toujours été tendu. Voilà. Et que, de toute façon, il y a quelque chose qui a toujours grincé entre ces gens-là et moi, même si je n'en suis pas complètement différent, étant un petit bourgeois moi-même. Enfin, peut-être pas autant qu'eux non plus. J'ai entendu récemment Juan Branco renverser les choses, repeindre François Bégodeau en quelqu'un qui viendrait de la bourgeoisie. Alors vraiment, venant de Juan Branco, ça me fait un peu marrer. C'est lui qui habite dans le 6e arrondissement. Ça dira quelque chose aux Parisiens. Et même, c'est le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est pas moi. Moi, je suis fils de petit enseignant de gauche de province. Je suis pas fils de psychanalyste et de grand producteur de la place de Paris. Je n'ai pas fait l'école alsacienne, je n'ai pas fait tout un tas de grandes écoles que Juan a fait. Et d'ailleurs, on le complimente pour ça. Mais je tiens quand même à rappeler que voilà, moi, je viens de la classe moyenne de province. Ça m'aurait pas dérangé plus que ça. D'ailleurs, je t'avouerai qu'on m'a évidemment signalé cette vidéo de Branco, parce qu'il y a toujours des gens pour te la signaler, alors que toi, tu as vraiment autre chose à foutre. Et j'en ai regardé 6 minutes. J'ai regardé 6 minutes, et le temps, déjà, là, je le voyais faire le portrait de moi au début.
il s'est enrichi par la Palme d'Or, blablabla. Bon, je dis ok, d'accord, le mec, c'est même pas la peine. Allez, casse-toi. Allez, passons à des choses sérieuses. Je disais au début de ce livre que pour moi, la question du vote n'est pas intéressante. Ce qui m'intéressait, c'était d'analyser ce que c'est que des élections. Après, voter, pas voter, chacun fait ce qu'il veut. Tous les arguments sont réversibles. Moi, c'est des discussions qui me cassent la tête, en fait. Parce qu'elles sont très largement réversibles, elles sont adossées à rien, il n'y a pas de matérialité. Moi, une discussion qui n'a pas d'assise matérielle, tout de suite, je démissionne. Ben, est-ce que c'est pas une assise matérielle de te dire que, oui, matériellement, notre vie va changer? S'il y a un gouvernement raciste ou fasciste qui vient au pouvoir, matériellement, il y a quelque chose qui se passe, non? Oui, mais sauf que c'est une prospective. Donc c'est une assise matérielle virtuelle, c'est « Ah, je crois que ma vie va changer. Je note que… c'est pas je crois. Si un gouvernement raciste, même sans aller jusqu'au fascisme, si tu as un gouvernement d'extrême droite qui arrive au pouvoir, moi par exemple, je te montre… Très bien, mais dans ce cas-là, moi je veux dire, je préconise pas le non-vote. Donc si des racisés considèrent que l'accès au pouvoir de tel ou tel candidat fasciste, par exemple, enfin identifié comme tel, affectera véritablement leur quotidien et de la façon la plus négative qui soit, qu'ils aillent voter contre lui. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'en pense pas moins, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat-là. Chacun fait sa petite cuisine, bon, bah, très bien. Bon, par ailleurs, moi, où j'interviens simplement, où j'interviens dans ce livre, c'est de dire qu'il y a une contradiction, et c'est à eux de la résoudre, et j'attends toujours qu'ils la résolvent, puisque, en fait, les mêmes qui vous disent que l'État est déjà fasciste, que l'État est déjà raciste, qu'il y a un racisme d'État. S'il y a un racisme d'État, il s'exerce indépendamment du fait que préside actuellement aux destinées, par exemple, de la France, tel ou tel président, puisque c'est l'État lui-même qui est raciste. Si l'État lui-même est raciste, alors la variable entre un président qui serait Macron et un président fasciste est tout à fait négligeable par rapport à cette pensée structurelle qui consiste à dire qu'il y aurait un racisme d'État. Je ne suis même pas en train d'abonder dans le sens du fait qu'il y ait un racisme d'État, parce que ça me paraît une question extrêmement compliquée, qui m'intéresse beaucoup plus d'ailleurs, comme question structurelle. Le reste, c'est de la contingence, c'est de la spéculation. Donc chacun y va à son feeling. C'est ce qui se passe notamment au deuxième tour, quand Marine Le Pen est au deuxième tour, ce qui est quand même arrivé déjà 3 fois, enfin, ou son père ou elle. Bon, les gens, ils vont au feeling. Moi, je sens que quand même, il faut quand même aller faire barrage. Moi, non, je sens pas. Bon, sentez pas. Moi, ce livre, c'était pas ça. Ce livre, c'était pas je sens pas. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans un entretien, ce livre aurait été davantage lisible, où j'aurais créé les meilleures conditions de lisibilité de ce livre, si j'avais commencé par dire, en avril prochain, parce qu'à l'époque, c'était avant les élections, je voterai Jean-Luc Mélenchon. Bon, maintenant, on va parler de l'élection. Voilà ce que j'aurais dû faire. Après, je pense que il y a aussi des gens qui parfois surdramatisent les choses, surdramatisent, donc en disant qu'il fallait absolument… Tu dis par exemple, les racisés ont considéré que vraiment ça allait affecter leur quotidien et que donc il fallait se précipiter à aller voter contre Marine Le Pen. Bon, oui, sauf qu'ils l'ont pas fait en fait. Sauf qu'en fait, ils l'ont pas fait. Donc il semblerait quand même qu'il y a un certain nombre de racisés français, si tu veux, qui n'ait pas du tout fait ce raisonnement-là. Donc, il y a beaucoup qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu un vote au premier tour. Mais ça, c'est pas pareil. Au premier tour. Ouais. Après, pour faire barrage à Emmanuel… S'il s'agissait de faire barrage à l'extrême droite, je veux dire, voter Macron ou voter Mélenchon, c'est la même chose. Puisque en dernière instance, ce qui nous importe, c'est de faire barrage à… Moi, j'ai apprécié qu'un certain nombre de racisés français aient vu dans Jean-Luc Mélenchon et dans le mouvement populaire, l'Union populaire, ça s'appelait à l'époque, encore maintenant, je ne sais plus, disons un mouvement qui était relativement exempt de racisme. Je dirais qui considérait précisément la question des racisés comme une question prioritaire. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, vraiment. Ça m'a fait plaisir qu'il y ait cette jonction possible entre un mouvement qui s'inscrivait dans une lignée très clairement à gauche et une conscience indigène ou une conscience racisée qui m'intéressait. Ça, je trouve ça intéressant. Bon, mais voilà, on a déjà été beaucoup trop long sur les élections. On se connaît un petit peu avec Ouria. Effectivement, Wissam m'avait invité à Parole d'honneur, mais une personne tierce est intervenue pour que cette soirée n'ait pas lieu. Je passe sur les détails. Mais c'était absolument pas de la faute de Wissam ni de Ouria que j'ai croisé à ce moment-là. Et je pense qu'il y a une certaine amitié qui
qui nous unit comme ça à distance. Effectivement, je connais bien ce livre. Regarde, tu vois, il a fallu que je tende le bras. Je l'ai lu le week-end dernier. Je pense que ce livre est une sorte de petit chef-d'œuvre. Donc après, moi, la première chose que je dirais d'Ouria, et tu vas voir, ça va être encore décevant. Je commence toujours par le décevant, puis après, j'en viendrai au plus important. Décevant, parce que c'est des choses qui n'intéressent que moi. Moi, j'avais dit à Ouria, quand je l'ai croisé, moi, je voudrais que tu fasses un roman un jour, parce que je pense que tu as une plume littéraire. Et en fait, quoi qu'on pense, avant même de rentrer dans le détail de la pensée d'Ouria Boutedja, moi, je vois toujours en lecteur littéraire, un petit peu ce que je disais de Nietzsche tout à l'heure, je vois que là-dedans, ça pense, quoi. Voilà. Et ça, je l'ai vu tout de suite chez Ouria Boutedja, quand je la voyais à la télé dans un premier temps, puis après, j'ai lu son premier livre, et maintenant le second. Et ben, à chaque fois, ça pense, et moi, ça m'intéresse. Et puis, en plus, elle a du style. Elle pense dans le style. Elle a le style frappé d'un certain nombre de ses références, d'ailleurs. Je pense à Frantz Fanon ou autre. Et donc, c'est vraiment un bonheur de la lire, quand on aime là où ça cogite, quoi. Après, sur le fond, je pense qu'elle a trimballé pas mal de procès qui lui ont été faits, les procès moraux, etc. Je pense que ça vient à deux choses. D'abord, Ouria est une provocatrice, c'est vrai. Elle a quelque chose de provoquant, comme d'ailleurs une de ses références, Jean Genet, qui n'aimait rien tant que de provoquer la moraline bourgeoise, la morale bourgeoise d'ailleurs tout court. Et je pense qu'Ouria s'inscrit dans cette filiation-là. Mais il y a une deuxième chose qui fait qu'on la comprend mal et que, bon, de toute façon, les gens n'ont pas envie de la comprendre, donc ils ne cherchent pas. Mais c'est que c'est une penseuse éminemment marxiste pour un aspect, mais elle est marxiste sur plein d'aspects. Le premier tiers de son nouveau livre est une relecture parfaitement marxiste du fait colonial, je dirais, pour aller trop vite. Mais non, c'est une penseuse éminemment dialectique. Voilà. Alors là, il faut savoir ce qu'on entend par là, mais je veux dire, quand Ouria prend une position, il faut jamais prendre cette position dans l'absolu de la morale, dans l'absolu des choses. Il faut la prendre dans le rapport de force par rapport auquel elle prend position. Et elle a quelque chose d'éminemment stratégique d'ailleurs et tactique, Ouria. C'est des mots qui reviennent souvent dans sa langue, sous sa plume. Et donc il faut penser toujours ça. Je veux dire, quand elle parle de l'homosexualité en banlieue, la morale bourgeoise et les imbéciles moraux qui ne comprennent rien à la dialectique et qui ne pensent pas politiquement disent « Oh, elle est homophobe !» Comme si Ouria avec ça à foutre d'être homophobe. Ouria dit simplement qu'il y a une certaine façon de pointer l'homophobie de banlieue qui finalement fait partie d'un kit globalement raciste. Elle n'a pas tort. Donc, dialectiquement, elle regarde qui parle, d'où, dans quel rapport de force, et elle se prend ses positions. Donc, effectivement, ça rend le boutedjisme relativement indécryptable par tout un tas d'imbéciles qui ne pensent jamais politiquement et dialectiquement. Et quand on a, comme moi, ou d'autres, j'espère, les lunettes dialectiques, eh bien, on voit bien les opérations auxquelles elles nous invitent. Et encore une fois, qu'on ne comprendra jamais quand on les prend dans l'absolu de la morale. Ça, c'est sûr. Donc, c'est effectivement, dès qu'elle se met à parler des Juifs, elle prend toujours les Juifs comme une espèce d'entité politique prise dans un certain rapport de force très situé et circonstancié qui serait celui, par exemple, de la France de maintenant. Et de fait, il y a beaucoup à dire sur les Juifs français actuels pris comme entité politique, hein, comme presque force politique. Je veux dire, où sont-ils dans le rapport de force général? Eh bien, ils sont à droite. Et c'est intéressant de le constater. Et c'est un des phénomènes les plus stupéfiants, pour moi qui ai 50 ans, de ces 30 dernières années dans le champ français. C'est la droitisation des Juifs français. Et ben c'est là-dessus qu'intervient Ouria, entre autres choses. Bon, alors après, les gens de courte vue, les gens qui n'ont que la morale à la bouche et jamais la politique, la traitent d'antisémite. Et puis voilà, puis du coup, ils ne la lisent pas. Et du coup, résultat des courses, eh bien, ils ratent une des penseuses les plus importantes et intéressantes du moment. Et comme d'habitude, ces gens se gâchent la vie. Ces gens amputent leur propre cerveau, se mutilent, parce que leur petite morale fait qu'ils se bouchent le nez plutôt que d'aller regarder le texte. Je veux dire, donc, essayez un peu, d'abord, cette formule beauf et barbare, d'abord, c'est une grande formule, bien frappée, et pour moi, effectivement, elle tape au cœur de ce qu'est l'enjeu pour la gauche émancipatrice, évidemment, d'arriver à créer des jonctions entre ce qu'elle appelle beauf et barbare. Donc moi, ça m'a passionné, c'est la troisième partie du livre. J'y reviendrai à ce livre d'ailleurs probablement un de ces jours, y compris d'ailleurs pour en discuter directement avec Ouria, parce que on se l'est dit. Mais voilà, je crois que c'est ça qui est important,
la bêtise de la morale, quoi. En tout cas, un petit point sur la morale. On ne fait pas de bonne politique sans morale. Ça, c'est important. Alors, évidemment qu'il y a toujours des valeurs au travail. Je ne peux pas le nier, même en tant que Nietzschéen farouche. Nous sommes des sujets moraux. Ce contre quoi il faut se garder, c'est de juger les problèmes d'un point de vue purement moral. Voilà. Si tu veux, par exemple, regarde, tu vois, t'as la guerre en Ukraine en ce moment. Il est tout à fait sain d'avoir quand même comme réflexe de s'inquiéter des gens qui meurent, de s'inquiéter du peuple ukrainien quand même qui passe un sale hiver, de s'inquiéter même éventuellement même des soldats russes. Enfin, je veux dire d'avoir comme ça une vision, des réflexes élémentaires moraux sur cette guerre, bien sûr. Et ça serait tout à fait bizarre de pas les avoir. Quel drôle d'être humain serions-nous si nous n'avions pas ce premier mouvement moral d'inquiétude tout simplement par rapport aux faits belliqueux, quoi. Mais je veux dire, ça peut pas être le tout de l'analyse qu'on va faire de cette situation bien merdeuse et bien compliquée. Je veux dire, ça va pas se résumer quand même à des gentils Ukrainiens soient agressés par des salopards de Russes. Ça ne peut pas être ça. À un moment, il faut quand même qu'on enclenche un petit peu la dynamique politique de l'analyse. Et la dynamique politique de l'analyse, eh bien, nous rentrons dans des billards à 3, 4, 5, 6 bandes, où les forces d'ailleurs se reconfigurent de jour en jour, où c'est plus compliqué que ça, où la Russie est certes un pays agresseur, mais qu'il est quand même un peu agressé d'un certain point de vue, enfin, etc., etc. Je suis pas du tout en train de prendre position sur ce conflit. Hein. Je prenais ça comme exemple de nous avons besoin de morale, mais la morale ne suffit jamais à un positionnement politique clairvoyant. Je dis ça à propos d'Ouria parce que je pense que c'est vraiment ça le problème, quoi. C'est qu'elle a été absolument saisie, y compris à gauche, beaucoup à gauche, parce que elle-même et Wissam appelleraient la gauche blanche, sur le mode moral. Et les gens ont tout simplement oublié de voir à quelle sophistication politique on avait affaire. Voilà le problème. Là, récemment, si tu veux, je pourrais te parler, juste il y a un aspect dans son dernier livre dont je discuterai bien avec elle, parce que, bon, c'est un aspect sur lequel je ne suis pas d'accord avec d'autres gens, hein, d'ailleurs, mais entre autres jonctions possibles entre beauf et barbare, dont elle dit bien, d'ailleurs, avec sa grande lucidité, que c'est pas gagné la jonction beauf-barbare, donc elle n'a pas ce côté du tout ravi de la crête, genre, allez, unissons-nous et ça sera super. Non, non, elle sait bien que il y a du passif derrière entre beauf et barbare, c'est-à-dire en gros le prolétariat plutôt droitier, quoi. Ça serait ça, beauf, quoi. Et barbare, c'est-à-dire en gros les gens issus d'un parcours de génération d'immigrés, bon, etc. Et habitant un certain nombre de quartiers populaires plutôt périphériques, etc. Et elle dit qu'avant une jonction possible, alors tactique, ça c'est le côté tactique toujours, ce serait le Frexit, c'est-à-dire sortir de l'Europe. Bon, moi j'ai un peu des doutes sur le souverainisme comme grande maison qui permettrait de concilier des camps qui sont relativement antagoniques. Moi je crois que tout ça ne générerait que des malentendus, que des fausses alliances, et moi je n'aime pas que des alliances reposent sur des malentendus parce qu'on le paye toujours. Et que sous couvert d'alliance, en fait, ça produirait qu'une surdivision par la suite. Donc je dis ça, je tâtonne un peu en parlant, mais c'est le seul aspect de son dernier bouquin, là, qui dure 20 ou 30 pages, sur lequel je me disais, tiens, ça, il faudra qu'on en discute. Même si je mesure bien qu'il y a chez elle, c'est la tacticienne en elle qui parle, quoi. Elle essaie de trouver, comme ça, disons, une première cause qui serait une amorce de jonction. Donc, à ce titre-là, je m'associe à la recherche, moi aussi. J'aimerais bien que les beaufs et les barbares soient main dans la main, parce que c'est ça, la vraie unité du prolétariat. Je crois qu'il faut que chacun occupe sa place, quoi. C'est-à-dire qu'il est hors de question de rabattre Ruffin sur Ouria et l'inverse, enfin sur Boutelja. C'est pas, ils parlent pas du même lieu, ils ont pas la même histoire tous les deux, et pour cause, ils ont pas la même généalogie, ils ont pas les mêmes réflexes. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la vie de Ruffin qui le rend particulièrement sensible au sort de ce qu'on pourrait appeler le prolétariat blanc, même si évidemment dans les usines qu'a défendu sempiternellement, enfin avec beaucoup de vaillance Ruffin depuis 20 ans, il y a des travailleurs arabes, il y a des travailleurs noirs, il y a bon, mais on voit bien que je pense qu'on a toujours un point comme ça de sensibilité, une espèce d'ancrage sensible, si tu veux, qui nous rend plus familiers d'un pan du prolétariat que l'autre, quoi. Bon, et ben Ouria, c'est l'inverse. Évidemment qu'il y a quelque chose qui l'a, même si elle dira qu'elle reconnaît quelque chose chez les beaufs, qu'elle a l'impression de les comprendre, et je pense qu'il y a certaines pages assez magnifiques de son livre qui témoignent du fait qu'elle comprend les beaufs. Moi, je les connais un peu, les beaufs. Moi, c'est un peu ma vie aussi. Moi, je suis plus Ruffin dans ma vie, dans l'enfance et l'adolescence. Après, des choses un peu dans ma vie ont fait que je me suis rapproché des barbares, ne serait-ce qu'en tant qu'enseignant.
parce que j'ai enseigné dans les quartiers populaires, et dans les quartiers populaires, à force densité, de racisés, de population racisée. On ne disait pas racisé d'ailleurs encore à l'époque, c'était au début des années 2000. Mais ça m'a durablement marqué cette affaire, et ça m'a déblanchisé, je dirais. Et c'est intéressant. Mais je vois bien, moi qui suis presque entre les deux, j'ai presque envie de dire, je vois qu'Ouria et François ont des choses à ajouter, et que c'est tout de suite foutre la merde de façon débile que de vouloir absolument soit les concilier, soit les séparer. Je veux dire, nous n'avons pas besoin de mots d'ordre unitaires pour joindre nos forces. Que chacun apporte sa contribution, son intelligence, son expertise du réel. François est super fort sur certains pans de la réalité. Ouria est très forte sur certains autres pans, et tout ça, pour moi, est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à tous les deux leur souci du prolétaire. Voilà. Et ils ont un souci profond, tous les deux, du prolétariat, dont elle vient, dont Ouria vient, dont François vient, disons, de façon plus lointaine, je pense. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Tout le reste c'est des petites polémiques inintéressantes. Moi, je crois que ce mouvement, il faut le réinscrire dans un mouvement historique. Je veux dire, il y a eu un grand moment de la gauche qui était le moment tiers-mondiste anticolonial. Et c'était les années 50, 60, 70. Beaucoup de gens qui se sont engagés à gauche dans les années 60, l'impulsion, ça a été quand même le conflit, enfin la guerre en Algérie. Et donc la lutte pour l'indépendance, enfin aux côtés des Algériens qui briguaient leur indépendance et contre l'État colonial français. Donc il y a eu une jonction, une collusion entre un certain marxisme et un certain anticolonialisme qui a duré, je veux dire, pendant 20-30 ans, quoi. Et c'est important, et ça a accompagné les luttes de décolonisation, les luttes d'indépendance, etc. Bon. Après, à partir du moment où ces luttes se sont un peu disparues, il est normal que le fait colonial ou le fait anticolonial ait été moins central dans le corpus de la gauche. C'est presque normal. Je veux dire. Alors, tu me dis, bon, il reste la Palestine qui reste un pays colonisé. D'abord, elle n'est pas stricto sensu colonisée au sens où on parlait de colonie avant, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ça va nous emmener trop loin. Mais je veux dire, si tu veux, par rapport au fait que c'était vraiment un mouvement mais immense dans les années 60, si tu veux, tant de pays accédaient à leur liberté, à leur indépendance en tout cas, à la suite les uns des autres par un effet domino, comme on disait à l'époque, que vraiment, si tu veux, ça aurait été ignorer le nez au milieu de la figure que de ne pas inscrire cette chose-là au cœur même d'un engagement communiste, d'un engagement de gauche radicale. C'était un peu moins le cas maintenant. Alors après, maintenant, je pense que je suis pas sûr que la gauche, peut-être que davantage qu'avant ou moins qu'avant, la gauche a tendance, moi, indépendamment du fait colonial, si tu veux, a tendance à penser mondialement les choses. Mais je pense que oui, quand même, il y a une façon de penser mondialement les choses. Je pense que c'est quand même ça fait partie, si tu veux. La circulation de la marchandise étant mondiale, il faut absolument penser mondialement les choses. Par ailleurs, toujours rappeler que les prolétaires n'ont pas de pays. Les prolétaires n'ont pas de pays et que donc, à ce titre-là, il n'y a aucune raison que je me soucie davantage d'un prolétaire français que d'un prolétaire roumain ou thaïlandais. Aucune. Aucune raison philosophique à ça. Il y a des raisons humaines. Je veux dire, si ma sœur est malade demain, ça me souciera davantage que si ma voisine est malade. Bon, très bien. Mais et donc ça, c'est les choses humaines. Mais politiquement, il n'y a aucune raison. Donc il faut rappeler ça. Et donc fondamentalement, le marxisme est un internationalisme. Je toujours rappeler ces choses-là. Bon, mais je crois qu'en fait, il y a peut-être qu'effectivement, il est moins fréquent maintenant qu'on pense les choses mondialement. Non, mais en général, c'est un petit peu comme avec Branco tout à l'heure, mais à un degré moindre. On me signale ces vidéos qui m'interpellent. En général, ça me fait chier d'aller les voir parce que j'ai pas que ça à foutre. Je passe beaucoup moins de temps que toi devant des vidéos. Hein. Moi, je suis un vieux. Moi, je lis. Je suis plus dans les livres. Mais donc, quand on me les signale, je me dis tiens, mais je vais quand même regarder. On sait jamais, c'est intéressant. En plus, moi, je suis pour qu'il y ait des débats. Mais le problème, c'est que c'est jamais du débat. Ça ne tient jamais aux choses de fond qu'on peut se dire et où il y aurait vraiment quelque chose comme une conflictualité théorique ou politique intéressant, en tout cas un dissensus intéressant, c'est jamais ça. Donc je commence à regarder, je sens déjà au bout de 4 minutes, je vois que le mec dit n'importe quoi sur ce que j'ai pu dire, déforme mes propos, lit mal, biaise.
Par ailleurs, lui, il m'insulte un peu, je sais pas quoi, il dit que je suis mondain ou que sais-je. Bon, je sais pas ce qu'il connaît de ma vie. Bon, donc, en général, j'arrête au bout de 7 minutes. Et donc, je ne pourrais pas te dire au bout du compte ce qu'il dit sur moi, puisque pour moi, de toute façon, il n'a pas créé les conditions, puis c'est un débat. Mais allons au fond des choses. Et le fond des choses, je l'ai traité dans des pages assez, je pense, industrieuses et précises de notre joie. C'était vers la fin, vers la page 250, où je reviens sur Kluskar. Et je pointe quelque chose qui, je crois, est à même d'expliquer l'évolution de Chéniaud telle que tu la décrivais, à savoir un fond autoritaire de ce marxisme-là. Voilà. Si on veut arriver à des choses un peu plus nobles, c'est-à-dire autre chose que, tu as vu la gueule de la veste de Chéniaud, et en plus il a des lunettes, il est même pas bon. Et Bégolo, il est mondain, je sais pas quoi, qui sort avec Sophie Lapix. Si on veut vraiment essayer d'être un tout petit peu haut de gamme dans cette affaire, je pense que c'est ça le ressort fondamental. Je pense que il y a un affect autoritaire au travail dans un certain marxisme. Je l'avais déjà identifié chez moi-même, je l'avais identifié chez mon père, je l'avais identifié chez pas mal de communistes que j'ai connus dans mon enfance. Il y a eu toujours une jonction entre un certain virilisme et une tradition communiste qui avait à voir avec un certain virilisme ouvrier, donc qui est intéressante à ce titre-là. Je pense que, tiens, Ouria Boutelja serait très intéressante là-dessus quand elle parle de la virilité ouvrière. Tiens, bon, il y a des choses qui m'intéressent dans tout ça. Et je ne déteste pas le ressort viril de la culture ouvrière. Ça m'intéresse. Et puis c'est facile de ne pas mettre en avant des valeurs viriles quand on n'a pas besoin de se battre, quand on évolue dans des sphères où on n'a pas besoin de faire valoir sa force masculine, dans la mesure où on vit dans des espaces assez pacifiés, où il n'y a jamais de baston, et où les filles ne se briquent pas, il n'y a pas de concurrence bastonneuse ou pugilistique autour des filles. Donc tout ça est intéressant. En même temps, je pense qu'il y a un ressort autoritaire qui a fait que peu à peu, on oublie pratiquement les fondamentaux du marxisme et commence à apparaître à nu ce noyau autoritaire qui finit par présider à peu près tout. Donc c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu Chéniaud, j'avais regardé, c'est pas un truc sur moi, parce que ça encore une fois, je peux pas les regarder longtemps, mais c'était un échange qu'il avait avec un type qui est plutôt affilié à la droite, très souverainiste et assez dur, j'ai oublié son nom. Et ils avaient un échange tous les deux très fraternel. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'il y a une jonction qui était en train de se faire. Bon, pourquoi pas? Moi, je ne vais pas jeter la pierre en disant, oh là là, maintenant il a des mauvaises fréquentations, moi je fais pas de morale. En revanche, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a une accointance entre eux. Et l'accointance, je pense qu'elle est virile. Je pense que c'est le virilisme. Et je disais dans Notre Joie, qui commençait par un portrait de quelqu'un d'extrême droite, qu'au bout du bout, c'était ça le problème. C'était ça le noyau de l'affaire, c'est toujours cette affaire masculine, quoi. C'est vraiment un ressort fondamental, très psychologique, mais en même temps très politique. Bon. Et c'est aussi le cas chez Chéniaud, et je voyais bien qu'ils se parlaient. Il y a une rhétorique martiale chez eux, il y a un côté, on va unir nos troupes, nous, ils disent beaucoup de nous, mais sur un nous un peu soldatesque, quoi. Donc je pense que, oui, Chéniaud, bon, moi, si on faisait vraiment une psychologie de ce monsieur, qui n'est pas un mauvais bouc par ailleurs et qui est tout sauf bête. C'est quoi sa veste en fait? Tu disais habitus bourgeois, pas du tout. Hein. Tu sais, n'importe quel bourgeois te dirait une veste comme ça fait plouc. Hein. Donc, non, je crois pas. Je crois moi, je vois deux choses dans la veste. Je vois une façon quand même d'épouser, non pas un habitus de bourgeois, mais un habitus, en tout cas un ethos d'intellectuel. Je crois qu'il aime bien poser à l'intellectuel qui va dire des trucs et attention, j'ai tout lu, petit A, petit B, petit C. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je pense que lui est pas du tout littéraire comme moi. Donc, je vois bien là une espèce de posture intellectuelle voilà, qui est une posture d'autorité d'ailleurs. Je veux dire, je fais autorité par mes idées parce que je suis un intellectuel. Et la deuxième chose, c'est que ça fait monsieur, ça fait homme, une veste. C'est un attribut masculin. Moi, je pense que c'est plus ça, tu vois, la veste chez Chéniaud. C'est pas j'ai envie de faire comme les bourgeois, pas du tout. Ça, je pense qu'on peut lui faire crédit du fait qu'il a une authentique antipathie pour la classe bourgeoise. Mais bon, tu vois, ça, c'est intéressant. Si tu prends les choses par là, moi, j'aurais envie de lui dire, Loïc, qu'est-ce qui va pas? La virilité, faut qu'on en parle. Voilà. Et je crois savoir qu'il est fils de gendarme, d'ailleurs. C'est intéressant, tout ça. Ça ne le condamne pas. Moi, je suis petit-fils de gendarme. Ça ne le condamne aucunement. Ça ne le disqualifie pas, ça n'entache pas son marxisme, mais peut-être que c'est à même, tu vois, d'affûter le portrait psychopolitique qu'on est en train de faire de ce brave garçon.
peut-être saisir en bon marxiste le cas Chéniaud, bah peut-être que nous avons affaire à un cas économique. C'est-à-dire qu'il est rentré dans une logique où il faut qu'il marchandise un tout petit peu ses vidéos et ses prestations, à tous les sens du terme de prestations, et que je pense que c'est un peu ce qui est arrivé à Onfray, par exemple, qui de toute façon avait un fond un peu populisto-proudhonien qui quand même, avec tout une part de respect que je peux avoir pour Proudhon, finalement le menait assez mécaniquement à là où il a atterri, quoi, c'est-à-dire assez proche maintenant en tout cas d'une pensée très autoritaire, droitière. Mais je crois que donc il y avait des choses chez Onfray qui le menaient à ça, et qui était le verre était dans le fruit, ou comment dire, c'était en germe, quoi. Même il y a 30 ans. Eh ben, je pense que il y a eu quand même un phénomène économique avec Onfray, c'est-à-dire qu'à un moment, lui qui aime bien vendre des livres, qui est assez soucieux quand même de beaucoup vendre, il a bien vu que le lectorat, quand même, le gros du lectorat, notamment en France, et peut-être dans les pays francophones en général, était quand même à droite, pour des raisons sociologiques que je pourrais développer. Plutôt âgé et donc plutôt à droite, et plutôt réactionnaire, et aimant plutôt qu'on lui parle maintenant du bon village français et du bon peuple français, plutôt que de l'athéisme comme au début de sa carrière, ou de choses comme ça, ou de communautés autogérées, d'autogestion. Bon, ça c'était pas. Donc je pense qu'il y a eu quand même aussi un instinct de boutiquier au travail chez Onfray. C'est peut-être une des raisons qui expliquerait l'évolution de Chéniaud, parce que c'est vrai qu'à un moment, faut que tu bouffes, quoi. Et donc si tu sens que ton auditorat, c'est-à-dire tes consommateurs, les gens qui te font vivre sont à droite, et bien ma foi, peut-être inconsciemment, tu finis par prendre la couleur de tes consommateurs. En fait, comme d'habitude, ce monsieur n'a que des passions tristes, et il a vraiment du mal à aimer. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la détestation. Donc je pense que quand il défend Camus, il faut entendre qu'il déteste Sartre. Quand il défend Proudhon, c'est surtout au titre de la détestation de Marx. Ça marche à tous les coups avec Onfray. Hein. C'est quelqu'un qui est profondément habité par les passions tristes, qui est tout à fait inattendu devant quelqu'un qui, à un moment de sa vie, mais de moins en moins maintenant, s'est prévalu d'être nietzschéen. Je veux dire, alors, s'il y a bien un penseur qui n'a rien compris à la joie, c'est bien Onfray, quoi, qui est plutôt, dont le ressort de pensée est vraiment la tristesse, quoi, au sens où Spinoza parlerait de passion triste, quoi. C'est vrai qu'Onfray, c'est un vrai défi. Moi, j'ai souvent rencontré des gens qui m'avaient dit, moi, j'ai commencé par Onfray, et qui encore maintenant me disent, mais enfin, quand même, tu crois pas, quand même, c'est intéressant. Et c'est vrai que je pense qu'il faut avoir quelques petites antennes. Bon, maintenant, ça se voit. Il a dit trop de conneries explicites. Mais moi, pendant toutes les années 2010, en fait, j'avais déjà bien vu le problème. Et je crois que c'est vraiment une question de vocabulaire. Tu vois, par exemple, il ne dit jamais prolétaire, il dit toujours peuple. Il dit élite. Quand on est marxiste, on dit pas élite. Ça ne veut rien dire élite. C'est un truc de droite, élite. C'est un truc de facho, en fait. C'est le coup des sans-famille. Enfin, faut connaître la généalogie de tous ces mots-là, quoi. Donc, c'est vrai c'est intéressant d'avoir la grille de décryptage de tous ces trucs-là. Parce que lui, c'est très, très bien ce qu'il fait quand il dit peuple et non pas prolétaire. Et quand il dit élite et non pas bourgeoisie, par exemple. Parce que, oui, il veut évidemment pas dire bourgeoisie dans la mesure où la bourgeoisie est son lectorat. Et puis que finalement il a lui-même un mode de vie assez bourgeois. Donc c'est vrai que c'est subtil, Onfray. En tout cas, ça a été longtemps subtil. Maintenant, ça l'est plus du tout. Et je comprenais que des gens qui n'auraient pas complètement tous les outils ou tous les repères soient tombés un peu dans le panneau. Il y a une notion qui est très intéressante chez Bourdieu, qui est même centrale chez Bourdieu, et qui complète. Bourdieu n'était pas strictement marxiste, hein, loin de là, contrairement à ce qu'on croit. Et Bourdieu a même beaucoup dialogué dissensuellement avec le marxisme. En tout cas, pour quelqu'un qui aimerait à la fois Bourdieu et Marx, il y a des effets de complément. Enfin, je veux dire, dans l'analyse de Bourdieu, pour moi, est une espèce de sophistication d'une certaine analyse marxiste. Et par exemple, la notion de champ, c'est quoi? Pour le dire très, très simplement. En fait, tu as les rapports de classe. Et les rapports de classe, ils sont souvent, hélas, abstraits. Tu vois, par exemple, je ne croise pas forcément mon patron. Et donc, c'est compliqué de se représenter les rapports de classe quand ils sont abstraits. Parce que les classes, par définition, ne se croisent pas, se croisent assez peu. Le réel social étant compartimenté comme il est. Donc, à quoi est-ce que les corps ont affaire quotidiennement? Et les corps ont affaire quotidiennement avec le champ dans lequel ils évoluent. Et le champ, tu vois, c'est pas forcément leur classe, ou l'autre classe, c'est le champ. Donc, par exemple, si je suis universitaire, je peux avoir identifié théoriquement que mon ennemi, c'est le grand capital qui est en train de vouloir privatiser,
les universités, donc précariser les statuts, etc. Évidemment, je le sais, en tant qu'universitaire de gauche, je vois bien que mon vrai adversaire, mon adversaire principal, comme on aurait dit jadis, c'est l'adversaire de classe, et donc ce serait par exemple le capitalisme qui veut mettre à bas une certaine université à laquelle je tiens. Mais c'est pas à lui que j'ai affaire quotidiennement. Ceux auxquels j'ai affaire quotidiennement, ce sont mes collègues universitaires, qui peuvent être pour la plupart complètement d'accord avec moi politiquement et donc pris dans la même adversité sociale, tu vois, par rapport à ce que j'appelle le capital en l'occurrence, sauf qu'en fait, nous sommes quand même en concurrence objective, en concurrence psychologique, en concurrence économique, en concurrence peut-être pour obtenir tel ou tel niveau, ou tel, je ne sais pas quel poste. Moi, j'ai écrit un roman qui se passait un peu dans le milieu universitaire, qui faisait droit un petit peu à ces compétitions internes que je trouve une espèce de panier de crabes tout à fait passionnant. Mais donc tu vois, et donc c'est ça les rivalités de champ. C'est-à-dire que tu peux avoir un accord politique total avec quelqu'un, mais tu peux te retrouver en rivalité de champ avec lui. Parce que c'est plus concret. Parce que c'est ta gueule qui voit tous les matins. Et parce que pour briguer tel poste qui sera très concret matériellement dans ta vie, et dont dépendra d'ailleurs le fait que tu puisses rembourser ta maison, acheter un appartement, payer ton bail ou que sais-je, eh bien, c'est lui ton ennemi. Voilà. Et puis par ailleurs, il y a des concurrences aussi intellectuelles, psychologiques. C'est qui aura la plus grosse, c'est qui sera le meilleur conférencier. Tu vois, c'est des choses comme ça. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe dans, je pourrais appeler, le champ de la gauche radicale. Tu vois, nous sommes tous unis par une adversité commune qui est bien connue, bien identifiée. Il n'en reste pas moins vrai que nous vivons, en tout cas certains dans ce champ, vivent les autres comme des concurrents. Et d'où ce qui explique ce dont se désolent beaucoup de gens, à savoir que tu mets 4 intellectuels marxistes à une époque donnée dans la même pièce, et ben tu peux être sûr qu'ils vont tous se tirer dans les pattes les uns les autres. Voilà, donc souvent les gens me disent beaucoup ça, ils ne comprennent pas, ils sont très dépités, ils sont très attristés. Je vais pas vous rassurer les amis, je veux dire, là il y a un effet mécanique de champ qui me paraît assez incurable. Je suis désolé de te le dire. Je l'ai connu dans le champ littéraire, je le connais dans le champ intellectuel plus précisément. J'ai fait du punk rock à une époque, tous les punks auraient dû eux-mêmes s'unir absolument contre l'adversité, qui était quoi? La musique bourgeoise, la variété, ou que sais-je, pas tout un tas d'autres choses. Et puis politiquement. Je veux dire, il y en avait des inimitiés au sein du punk rock. Donc moi déjà, à 20 ans, j'étais très 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 rompu à ce genre de choses, si tu veux dire, mais c'est quand même bizarre que tel groupe dans tel fanzine ne trouve rien de plus intéressant que nous chier dessus, plutôt que de véritablement s'en prendre. Est-ce que c'est spécifique à la gauche ou même à droite, ils ont plus ou moins ça? C'est des effets de champ, donc si tu veux, à droite c'est pareil, sauf qu'à droite, en fait, ils ont une telle culture, je dirais, comment dire, c'est des gens qui mettent beaucoup moins en avant la nécessité de l'union collective pour mener à bien des mouvements de masse importants. Donc finalement, ça leur apparaît moins contradictoire, si tu veux, avec leurs valeurs propres. Mais regarde le panier de crabes que n'importe quelle partie de droite. Chez LR, ils se détestent tous. Enfin, tu vois, et puis, il y a énormément d'inimitié à l'intérieur même de la bourgeoisie, tu vois, parce que les bourgeois, entre eux, peuvent avoir une solidarité de classe, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont quand même en concurrence objective, puisqu'ils sont boutiquiers. Et donc, il y a des parts de marché à les briguer. Alors, ils s'allient, ils ne s'allient pas, ils se désunissent, puis ils se réallient. Les rivalités de champ, si tu veux, sont absolument universelles, quoi. Mais je dirais qu'elles sont peut-être d'autant plus désolantes dans un champ donné qui a fait de l'union le principal ressort de sa force. Si tu veux, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est difficile à quantifier, si tu veux, parce que moi, c'est vrai que dans la gauche radicale française, je vois quand même un pli internationaliste assez persistant quand même. Alors, est-ce que dans les années 60, par exemple, tu vois, pour prendre un élément de comparaison, tu vois, ou des repères de comparaison, est-ce que dans les années 60, le type de gauche radicale était plus à même ou plus au fait de ce qui se passait à l'international dans tel, par exemple, conflit social qui aurait lieu dans tel pays d'Amérique du Sud, ou dans telle oppression coloniale, zone d'oppression coloniale qui concernerait tel pays d'Afrique ou d'Asie?
Je sais pas, en fait, si tu veux. Je veux dire, inversement, il faut voir aussi que les gens étaient quand même très sous-informés à une certaine époque. Donc, moi, je suis pas sûr qu'il y ait un tel déclin du souci, ou en tout cas de la. Bah, l'international de Marx, par exemple, et tout, il y avait quand même des choses qui étaient faites, qu'il y avait des rencontres, il y avait des. Ici, maintenant, il y a la TMI, par Ouais, exemple. c'est vrai, oui, oui. Mais là, tu parles de deux choses différentes. Ah, C'est-à-dire qu'effectivement, Marx et d'autres gens, à travers la Première Internationale et suivantes, ont essayé de coaliser à l'échelle, on va dire européenne essentiellement, les prolétaires de pays différents. Parce que Marx avait bien vu, et d'autres que lui, hein, que la lutte serait internationale ou ne serait pas, et que donc, évidemment, les prolétaires roumains, enfin polonais et français avaient beaucoup plus de points communs qu'ils n'avaient de points communs avec les bourgeoisies respectives de leur pays. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il y avait des facilités. Bon, d'abord, l'international, elle n'est pas allée très loin, hein, matériellement, si tu veux. C'était quand même pas grand monde qui faisait pas grand-chose. Donc c'était un peu une idée, etc. Je suis pas sûr que maintenant, tu aies beaucoup moins de mouvements qui se vivent comme internationaux aussi. Tu vois, donc, en fait, je suis désolé d'être un peu tatillon là-dessus, mais je suis pas complètement sûr de ton diagnostic. Ce sur quoi on s'entendra totalement, c'est de la nécessité qu'il faut absolument réaffirmer de se penser mondialement, de se penser internationalement, de suivre les chaînes de production. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est où est-ce que ça crée de la valeur et au prix de quelle oppression sociale qui se situe où dans l'espace. Parce qu'effectivement, il y a eu par le jeu des délocalisations et par le jeu d'une reconfiguration générale du capitalisme, notamment occidental, une sorte d'évacuation pratiquement de la violence sociale, en tout cas d'une partie de la violence sociale, vers des pays, bon, essentiellement la Chine, mais plein d'autres pays, dits du tiers-monde à une époque, en tout cas moins développés que la France, et ce qui fait que on a perdu de vue pratiquement la violence sociale dès lors qu'elle échappait à notre champ de vision, tout simplement. Donc là, je pense que ça a beaucoup joué, peut-être, dans une sorte de naïveté ou de candeur de certaines analyses françaises dont certains croient vraiment que nous sommes un pays en paix. Oui, nous sommes un pays pacifié parce que nous avons mis la guerre ailleurs. Nous sommes bon, et ça, donc c'est pour ça que c'est très important de penser internationalement et de resituer le caractère international des processus. C'est vraiment, c'est très très important. Là-dessus, tu vois, les indigènes, on parlait d'Ouria tout à l'heure. Elle a tout à fait raison. Peut-être est-elle un peu excessive dans ce domaine, mais à la rigueur, tant mieux, tant mieux. L'excès permet aussi de pointer certaines choses. Mais elle rappelle bien que notre manne sociale, en tout cas, notre système de redistribution relativement performant et l'État social français, en tout cas un certain nombre de courroies de redistribution qui ont été mises au point dans une certaine tradition sociale française, ont été très largement permises et rendues possibles par la richesse de notre pays. Il y avait donc des choses à redistribuer, laquelle richesse venait quand même de l'extorsion coloniale. Et que la plus-value était quand même on est allé la chercher en surexploitant, voire même en esclavagisant à une certaine époque, des prolétaires qui étaient ultramarins, c'est-à-dire en tout cas extranationaux. Et donc là, je trouve que c'est quand même intéressant de rappeler ça, quoi. Et elle le dit notamment à Ruffin, d'ailleurs. Je veux dire, quand Ruffin reprend un peu les accents protectionnistes, des choses comme ça, je pense que là, il faut quand même rappeler où se crée la valeur et au prix de quelle violence perpétrée sur quel corps se gagne une certaine paix et une relative harmonie sociale qu'on est en train de déglinguer d'ailleurs dans nos pays développés. Donc là-dessus, vraiment, moi, je mesure chaque année davantage la nécessité de penser internationalement, d'où d'ailleurs ma consternation devant le fait qu'il puisse y avoir des souverainistes de gauche, des patriotes de gauche, tous ces gens, tout ça ne tient pas la route d'aucune manière. J'en ai souvent parlé, je ne vais pas en reparler ce soir. C'est tout à fait nauséabond cette affaire. Qu'il puisse y avoir des luttes ponctuelles et dialectiquement, si tu veux, des zones de conflictualité stratégique qui mettent en œuvre, je dirais, la souveraineté française par opposition au capital transnational, oui, tout à fait. Et les frontières varient, s'évoluent. Mais il ne faut pas oublier quand même que le rapport de force fondamental n'est pas un rapport de force entre une nation et l'étranger. C'est pas ça la conflictualité principale. Tu sais, il y a un phénomène qui ne concernerait pas en propre la gauche, mais dans laquelle probablement les gens de gauche français sont pour une part impliqués, qui est un phénomène plus national, une sorte d'affect collectif qui serait un certain affect qui concernerait les gens qui habitent dans l'Hexagone, tu vois, qu'on appelle des Français,
et peut-être spécifiquement les Blancs parmi eux, en tout cas ceux qui se vivent comme particulièrement français, je crois qu'on pourrait parler d'une sorte d'embourgeoisement général du pays, de vieillissement du pays, et par ailleurs de sentiment profond dans cet affect collectif d'un déclassement du pays, d'une grandeur perdue. Et donc ça suscite un affect collectif qui peut-être peut parfois pénétrer, y compris des corps de gauche, qui consiste à dire bon, maintenant nous sommes sur la défensive, nous allons essayer de protéger, de sauver ce qui peut encore l'être de notre splendeur française, de notre mode de vie français, de machin. Et donc ça, c'est vrai que ça n'engage pas, si tu veux, à penser internationalement et à s'enquérir du sort des gens qui sont, encore une fois, partie prenante de la chaîne de production qui mène des marchandises jusque dans mon assiette, quoi, ou dans mon salon. Je crois que ça joue tout ça. Moi, ça m'avait frappé, si tu veux. J'ai été très frappé par ça pendant la séquence attentat de 2015, notamment. Je passe sur l'attentat Charlie qui était assez spécifique, ou l'hypercacher qui était aussi assez spécifique, mais vraiment, bon, évidemment, le Bataclan, quoi, la soirée, le 13 novembre, machin. Bon, je reviens pas sur le chapitre, je dirais, concret, des violences, des massacres, tout ça, avec toutes les douleurs que ça a occasionné, mais c'est évidemment les semaines qu'on suivit, les mois qu'on suivit, et moi je me disais, mais tiens, quand même, une fois passé la douleur, une fois passé le deuil, une fois passé tout un tas de choses qu'il faut savoir comprendre, hein, qu'il faut savoir, une espèce comme ça de pulsion commémorative, qui est tout à fait normale, si tu veux, ou de communion collective après ce qui a été perçu comme un drame, par rapport à quoi on a quand même envie toujours de faire péter les chiffres des dizaines de milliers de gens tués dans des attentats dans tout un tas d'autres pays que la France, mais bon, ça n'empêche pas, bien sûr, moi j'habite à 200 mètres, si tu veux, j'ai été relativement affecté par ce qui se passait. Plus triste, plus désarmant et plus irritant d'ailleurs a été le bilan qu'on en a fait des semaines après, des mois après. Moi j'attendais qu'à un moment, une fois passé, si tu veux, l'encaissement ou la résilience, comme on dit maintenant, le travail de résilience collective par rapport au caractère traumatique de la chose, eh bien, la chose allait se repolitiser. C'est-à-dire qu'on allait la saisir politiquement. Et la saisir politiquement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire reconstituer la chaîne. Et ces gens-là n'étaient pas venus de nulle part. Ces gens-là n'étaient pas payés par n'importe qui, par certaines forces prises elles-mêmes dans un certain rapport de force, lié à un certain théâtre d'opération, qui était le théâtre d'opération syrien. Je me disais, tiens, il aura fallu ça pour que peut-être ce vieux pays un peu décadent, un peu vieux, un peu embourgeoisé, un peu replié, reprenne la mesure du fait qu'en fait, il fallait qu'il se pense internationalement. Ce n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Et là, je me suis dit, décidément, ce pays est vieux, quoi. Décidément, ce pays ne se régénérera pas de lui-même. Et que oui, c'est vrai que autant j'aime beaucoup, je compte beaucoup sur les prolétaires racisés ou pas de mon pays, donc les beaufs et les barbares, autant je compte beaucoup sur le prolétariat africain, asiatique, sud-américain pour redonner vigueur au conflit de classe et aux luttes sociales. Tu disais la communauté des gamers qui est très largement transnationale, effectivement il n'y a pas de frontières, machin. Oui, mais sauf qu'en fait elle s'agrège autour d'un objet, d'un loisir, d'un sport par ailleurs, de tout un tas de choses, d'une activité qui est elle-même particulièrement déterritorialisée. Je veux dire, elle est parfaitement abstraite. Je suis ni pour ni contre, hein. Je suis en train de rien dire sur les jeux vidéo en général, que je connais assez peu d'ailleurs, mais je connais assez pour savoir que c'est précisément, nous sommes dans une réalité de nulle part elle-même, quoi. Ce qui pourrait reterritorialiser le jeu vidéo, c'est précisément ce à quoi les gamers eux-mêmes n'ont pas accès, s'ils n'y prêtent pas attention, c'est les modes de production des jeux vidéo. Où c'est fabriqué, par qui c'est conçu, où sont les brevets, ils connaissent peut-être un peu mieux les brevets, mais c'est ça qui serait intéressant. Et là, on s'apercevrait qu'on retrouverait des réalités matérielles, quoi. Et qu'on aurait, tiens, le jour où les gamers pourraient faire un truc comme ça, je veux dire, plutôt que de s'unir comme ça abstraitement, parce qu'on s'unit jamais abstraitement, on s'unit toujours autour de luttes précises. Je veux dire, si les gamers pouvaient se sensibiliser eux-mêmes et tous ensemble au mode de production des outils qu'ils ont entre les mains et qui les font vivre, en tout cas, ou qui les amusent, ou dont ils se servent. Ça serait un bon début pour les concerner, de la même façon qu'un fan de foot peut commencer, il peut jouir du foot comme je le fais, mais il peut aussi se demander où est l'argent, qui est payé, comment, et par-delà les trucs spectaculaires du genre Mbappé, 200 millions, tout ça, non, il faut vraiment
savoir exactement ce que c'est qu'un joueur de foot, quel genre de travailleur il est, qui prend de l'argent sur lui, quelles sont les parts de l'agent. Tout ça est intéressant. En fait, je pense que c'est la meilleure façon de se politiser, en fait, ou d'apprendre à penser politiquement. C'est pas de se projeter dans les abstractions. C'est de prendre un domaine qu'on connaît bien et de continuer à investir ce domaine comme on l'a toujours fait. Par exemple, voilà, j'aime le foot, ben je regarde du foot. Mais prendre ce domaine-là comme exemple de pensée politique. Et il y a toujours à penser politiquement tous les domaines. Donc, que les footeux ou les footophiles essaient de voir la vraie donne économique du. Et je ne dis pas ça pour les culpabiliser, hein, c'est pas du tout mon propos. J'espère que je suis bien compris. Hein, je ne suis pas du tout en train de leur dire vous vous rendez compte, les mecs, vous jouissez du foot, alors qu'en fait, c'est que du fric, c'est du grand capital, vous devriez avoir honte de regarder le foot. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Non, mais je connais un peu Internet, donc je me méfie. C'est pas du tout une prise de conscience morale à laquelle j'appelle, mais simplement un exemple, puisque c'est un domaine qu'ils connaissent bien, eh bien, d'explorer politiquement le domaine, quoi. Je vois, c'est vraiment ça qu'il faut faire, si tu veux. Et on peut le faire avec des réalités qui nous sont très familières ou des réalités étrangères. Mais tu vois, par exemple, un footeux pourrait s'occuper de, tiens, le foot chinois, ça marche comment? Où sont les capitaux dans le foot chinois? Combien sont-ils payés? Je sais pas, enfin, il y aurait plein de choses à dire. J'y connais rien, d'ailleurs, en foot chinois. Même ça, tu vois, je veux dire, j'essaie de toujours refourguer ma camelote méthodologique à propos de tout sujet. Tout sujet est intéressant. Ben oui. Si tu prends le truc, évidemment, le mec, alors il touche à Zidane, ça y est, on le lâche, quoi. Mais en fait, tu sais, beaucoup de gens voulaient sa fin. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est étudier les rapports de force au sein de la Fédé, et là, ça deviendrait intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce truc, la Fédération française de foot, qui est quand même un gros machin très puissant, tu penses bien. C'est pas rien le foot chez nous, c'est pas rien dans plein de pays. Mais disons qu'on est un pays plutôt puissant footballistiquement. Et là, là, je pense que là, les rapports de force, on arriverait même à des questions, peut-être aussi, des questions raciales, des questions qui deviendraient presque ethniques, culturelles, intéressantes, quoi, sur ce que c'est qu'un Noël Le Graët, d'où il vient, qu'est-ce que c'est que sa formation morale, sa formation culturelle. Tout est toujours intéressant pour peu qu'on creuse vraiment. Non, moi je suis très pro Zidane. D'abord parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le joueur, et puis non, puis on est nombreux à en avoir marre de Deschamps maintenant. Je veux dire, ça fait 15 ans qu'il nous sert un football extrêmement terne, extrêmement peu généreux dans son déploiement offensif. Vraiment un football d'apothicaire, un football de calculateur. Bon, ce qui peut avoir son charme d'ailleurs, parce que le pragmatisme des champions atteint parfois des sommets qui confinent à l'œuvre d'art. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Et il a le chic aussi pour brider des joueurs, cantonner des joueurs géniaux dans des tâches plus ingrates et plus limitées. C'est ce qu'il a fait avec Pogba, à mon sens. Donc non, vraiment, on est très très nombreux en France, je crois, à regretter immensément qu'il ait été reconduit 4 ans, quoi. Je veux dire, c'est 4 ans. Parce que cette équipe a quand même une capacité à produire des matchs de merde, mais jusqu'à un nombre assez conséquent, quand même. Et tout en gagnant. Donc ça, c'est la patte d'Élé. Donc par exemple, finale contre l'Argentine, on est absolument inexistant pendant 80 minutes, on est baladé, etc. Et ben quand même, à la fin, ça fait 3-3, quoi. Puis après, on perd. Tu vois, Riolo, qui brille par ses excès dans pas mal de domaines intellectuels et politiques, est de nouveau excessif, et du coup il dessert une cause que pour une fois je partage avec lui, qui est effectivement l'anti-déchampisme. En fait, il dessert sa propre cause en mentant sur les faits. Et c'est bon, Riolo est coutumier d'avoir un certain mépris du réel, mais là il méprise pas mal d'éléments de réalité sur l'immigration comme sur le cas Deschamps. Oui. Par exemple, il oublie que Deschamps n'a pas attendu Mbappé pour avoir la chatte à Dédé. Ça, c'est factuel. Alors, je sais que les gens de droite détestent l'historicité, détestent l'histoire, détestent les faits. Mais ce qui est factuel, c'est qu'en 2014, il nous qualifie à la Coupe du Monde in extremis, en renversant le truc, en battant l'Ukraine, je te passe les détails, alors qu'on était au fond du trou. Là, il n'y avait pas de Mbappé. Donc, il y a quand même chez Deschamps un savoir-faire pragmatico-technique, si tu veux, pour toujours quand même arriver à mettre un but de plus que l'autre, tout en produisant un jeu de merde. Non, donc,
il faut faire le bon diagnostic sur Deschamps. Et encore une fois, Riolo s'emporte. Il s'emporte. Le bon diagnostic sur Deschamps, c'est une machine à gagner quand même. Et effectivement, Mbappé, pour ça, a été plutôt un élément arrangeant. Bon, cela dit, en quart de finale et en demi-finale, il est inexistant, Mbappé, hein, contre les Anglais et le Maroc, et la France gagne quand même. Donc bon, les faits, Daniel, les faits. J'aime bien Daniel Riolo. Ah, il est fâché avec les faits. Ça, c'est pas bien. Hein, c'est les gens de droite. Et donc Deschamps est un type qui fait gagner, qui globalement a un bilan comptable qui effectivement fait que, de fait, on a un vivier de joueurs exceptionnels en France. C'est Deschamps qui l'a inventé. Enfin, quand même. Ouais. Mais simplement, Deschamps est hyper chiant et je pense qu'au bout du compte, son système de jeu sous-exploite l'incroyable potentiel offensif qu'on a, quoi. C'est ça qu'il faudrait dire. On était de gauche et donc pondéré et juste. Bon, écoute, en fait, je voulais faire une espèce d'analyse concrète à la fois de la théorie des capitalistes et du monde, du quotidien que nous font vivre que nous fait vivre le règne de la marchandise. C'était ça. Donc après, il y a qu'à observer autour de soi et les mots, ils viennent tout seuls, si tu veux. Surtout la théorie. En fait, le livre commence par un peu ce qui serait une déconstruction ou, disons, une critique à nouveau frais des piliers théoriques du libéralisme. Tu vois, le pilier théorique du libéralisme, c'est d'abord le mot libéralisme lui-même. C'est le mot liberté lui-même que je déconstruis dans le premier chapitre, dans le premier fragment. Puis après, il y a la notion de contrat, qui est très importante dans la théorie libérale, tu vois. Bon, je prends un exemple pour montrer les contradictions internes de la notion de contrat et le fait qu'en fait, la notion de contrat est elle-même extrêmement biaisée. Bon, il y a la notion de choix qui est très importante. Hein, je veux dire, dans l'éthos libéral ou dans la religion libérale, nous choisissons notre propre destin, notre propre vie, et finalement, nous avons le sort social que nous méritons. Bon, donc, je déconstruis un petit peu la notion de choix. Il y a la notion d'espace privé aussi, le privé qui est opposé au public. Je prends le public. Bon, ça, c'est la première partie du livre. Et puis après, j'ai plutôt essayé de décrire ce que j'appelle le monde libéral dans lequel nous vivons, mais vraiment de façon très quotidienne, qui s'est beaucoup étoffé récemment d'outils technologiques. Donc, j'y fais droit un petit peu dans le bouquin. Il est question du téléphone, bien sûr. Il est question de tout un tas de choses. De TikTok, d'ailleurs, sous un certain angle. Des influenceuses, de la réputation, y compris de la e-réputation. Donc, j'ai essayé de remettre à jour un peu le monde libéral, comme on parlerait d'un certain monde, comme on parlerait d'une sorte de planète, quoi, mais en essayant d'être le plus concret possible et d'ailleurs de m'impliquer moi-même souvent dans le récit. Pourquoi ? Parce que c'est bien ça la difficulté avec le capitalisme ou avec la tyrannie marchande, c'est que nous qui en sommes des critiques virulents, en sommes aussi partie prenante. Et nous qui en sommes les victimes, en tout cas qui nous vivons comme les victimes de la marchandise et de l'extension du domaine marchand, nous en sommes un peu aussi, en tout cas les plus privilégiés d'entre nous, les bénéficiaires. Tu vois, par exemple, nous sommes en train de nous parler tous les deux, ce moment n'aurait pas pu avoir lieu si nos amis des GAFAM n'avaient pas mis à notre disposition un outil tout à fait performant qui nous permet, de pouvoir chier sur les GAFAM. Grâce aux GAFAM, tu vois. Bon, cette ambivalence, elle est bien connue, mais elle est vraiment au cœur de mon bouquin, si tu veux. J'ai essayé de la décliner dans plein d'aspects. Après, il faudrait pas se méprendre, il faudrait pas induire en erreur les gens qui n'ont pas lu le livre, parce qu'il faut quand même resituer les choses, si tu veux. Tu auras remarqué que moi je personnalise très très peu. Par exemple, moi il est rare que je prenne l'initiative d'attaquer personnellement quelqu'un. Là, on a parlé de quelques personnes ce soir, mais tu auras remarqué qu'à chaque fois, ce sont eux qui ont tiré les premiers. Donc moi, je ne fais que, comme tout un tas de gens me sollicitent sur eux, je finis toujours à un moment par répondre. Donc mon idée n'est pas du tout de personnaliser l'attaque, ce qui serait d'ailleurs un mode de pensée très bourgeois, puisque il appartient à la pensée libérale que je déconstruis d'individualiser les problèmes. Donc moi, je n'individualise pas les problèmes. En revanche, j'ai une stratégie toujours d'écriture qui consiste à prendre des choses par le concret. J'essaie toujours de partir d'une situation, parce que ça évite de théoriser dans le vague. Et en plus, moi, en théorie, je suis pas si fort. Et donc, tu auras remarqué que dans pas mal de fragments, il y a de la fiction. Donc, je pars d'un individu à qui il arrive des choses, mais c'est souvent des personnages fictionnels. J'invente une certaine Valentine qui s'occupe justement d'un site de rencontre, mais d'un site de rencontre un peu chic, un peu haut de gamme, où elle fait se rencontrer des gens
en les faisant d'abord visiter un musée. Tu vois, c'est haut de gamme. Et du coup, elle a du mépris pour les influenceuses un peu plus prolétaires. Mais je renvoie à cette entrée qui s'appelle Réputation. Donc, si tu veux, en fait, ma stratégie, c'est ça, c'est de rentrer dans les grands sujets par le concret d'un individu, les choses telles qu'elles sont vécues. Et il arrive que ce concret-là me soit offert non pas par la fiction, mais par la vie elle-même. Donc, par exemple, une fois, je me suis trouvé, comme ça m'arrive souvent, au cinéma. Et j'avais en face de moi un film. Et tiens, ce film s'appelait Hors Norme. Et ce film j'avais pas écrit dessus à l'époque, je n'avais pas été amené à en parler, mais ça m'avait beaucoup marqué, ce film. Je l'avais beaucoup disséqué. Donc, un film de Toledano et Nakache. Et ce film m'est revenu au moment où j'écrivais Boniment, parce que je trouvais, par rapport au mythe de l'inclusion, qui est donc un des termes maintenant clés disons, du dispositif capitaliste, l'inclusion, je me disais, ça c'est le grand film de l'inclusion, parce que précisément son scénario consistait à faire deux inclusions en une, à savoir on demandait à des jeunes des quartiers, c'est-à-dire des Arabes, de s'occuper d'autistes. Ce qui était une façon finalement d'inclure deux modes de handicap sociaux, si tu veux. Il y avait une espèce d'amalgame qui était fait dans le film entre les handicapés véritables, les autistes, et des handicapés sociaux. C'était pas à la gloire des Arabes, hein, cette affaire. Donc le film était passé crème, comme tout ce que font Toledano et Nakache, parce que personne n'aperçoit véritablement les opérations finalement extrêmement brutales politiquement qu'ils font sous couvert de cinéma très réconciliateur et mielleux. Oui, enfin, c'est toujours réconciliateur sur le dos de certains. Et donc, si tu veux, au moment où je voulais traiter de l'inclusion, m'est revenu ce film. Et je dissèque ce film, j'en fais une analyse très précise de voir les opérations politiques, morales, conceptuelles et théoriques qui sont faites par le scénario. Et il se trouve que ce film est Toledano et Nakache. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair, et mon idée n'est pas de me payer. De la même façon que mon idée n'est pas de me payer Édouard Louis, simplement, je voulais parler du transclasse comme une espèce de fleuron de la pensée libérale. J'en avais déjà parlé ici ou là, mais je voulais vraiment, dans Boniment, en parler plus frontalement. Il se trouve qu'il y a 2 ou 3 transclasses notoires qui sont vraiment dans la nature, enfin, je veux dire, qui sont connus de tous, et donc qui me permet aussi de faire un article ou un fragment qui soit accessible à chacun. J'aurais pu parler d'un transclasse qui est un cousin à moi, mais enfin, ça parlerait moins aux gens. Édouard Louis est connu, Édouard Louis a été élu. Donc, c'est pas mal comme entrée, si tu veux, ça permet d'être un peu clair. Par ailleurs, je le trouve particulièrement falsificateur sur son propre parcours, je le trouve étonnamment, pour un bourdieusien, complaisant à l'idéologie méritocrate dont il est l'idiot utile. Donc, je trouvais que c'était quand même intéressant de le prendre comme exemple. Mais encore une fois, c'est pas... mon idée n'est pas de personnaliser. Alors oui, j'ai un petit côté de temps en temps un peu taquin, comme disait Dieudonné, ou comme disent pas mal d'autres gens. Il y a des gens qui m'agacent, et bon, des fois, au détour d'une phrase, on envoie un tout petit machin, un tout petit taquet. Mais c'est taquet qu'on dit, je sais plus, j'ai un doute de lexical. Mais mon idée, c'est quand même pas ça, quoi. Mon idée, c'est surtout d'être concret. Toledano et Nakache, leurs opérations sont quand même assez subtiles. Je veux dire, c'est pas du droitisme frontal et bourrin. Et par ailleurs, ils sont redoutables dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, pour moi, ils sont redoutables idéologiquement. J'avais fait surtout un podcast sur En Thérapie, en fait, que j'avais un peu déconstruit, parce que c'est eux qui ont été les exportateurs, enfin les importateurs en France, c'est un concept israélien à la base. Ils sont redoutables parce qu'il y a des opérations politiques insidieuses dans leur film qui sont relativement dissimulées et qui pour l'instant ne sont pas apparus à grand monde. Donc tu vois, je te dédouane. Mais le deuxième sens de redoutable, c'est qu'ils ont du talent, ces cons-là. Ils ont du talent, ces cons-là. Moi, il y a des scènes d'Intouchables dont je vois bien la moraline au travail, etc., mais qui à l'époque était d'ailleurs plus inoffensive qu'elle l'est devenue par la suite. Parce que maintenant, moi, je considère que leurs films sont un peu devenus des machines de guerre. Mais j'en dirai plus une autre fois. Mais Intouchables est un film qui, en tant que comédie populaire, est parfaitement réussi. Et Le Sens de la Fête avait des très bons moments, servis par un très bon acteur qui s'appelle Bakri. Et En Thérapie n'est pas une série médiocrissime. Je la trouve très limitée, mais elle n'est pas médiocre. Donc, c'est pour ça, si tu veux, j'aime bien m'attaquer au fort aussi. Ce qui est intéressant chez Geoffroy, c'est qu'il tente des choses. Voilà, il tente toujours des hypothèses. Parfois, ça tombe à côté, des fois, ça tombe dedans. Mais c'est ça, un penseur. En fait, il faut toujours prendre des penseurs comme des créateurs aussi. Hein. Les penseurs sont toujours les vrais penseurs. Ce sont des artistes aussi. C'est-à-dire que
De la même façon que Picasso essaye un agencement de couleurs et un agencement de lignes, eh bien, le penseur peut essayer des agencements de pensée. Et je trouve, il y a chez Geoffroy Laganerie vraiment ce qu'il y a chez Horia Boutelja aussi, et puis chez tous les gens qui m'intéressent, en fait, vivants ou morts, cette capacité à tenter des choses, quoi, à tenter à configurer des espaces de pensée relativement inédits, voilà. C'est très bien si on se sent un petit peu bougé par Laganerie, c'est très très bien. Il faut être déplacé par un penseur. Si un penseur, on ne cherche dans un penseur qu'une seule chose à savoir, c'est une espèce de validation et légitimation de ce qu'on pense soi-même, c'est pas très intéressant. Il y avait tout un tas d'éléments transgenres queer dans les Matrix, et à ce titre-là, ça les situe plutôt du côté d'un certain progressisme, comme on dit. Mais l'imaginaire matrixien lui-même, l'idée que la société soit sous le contrôle d'une matrice, et donc que tout serait une devanture falsifiée d'un élément de réalité qui serait une sorte de cerveau central qui nous manipulerait, ce n'est pas un imaginaire de gauche. Ce n'est pas un imaginaire de gauche. Ce n'est pas un imaginaire dialectique. Ça ne nous aide en rien à penser politiquement nos situations et à comprendre politiquement à quoi nous avons affaire. À rien du tout. C'est des imaginaires. Moi, j'ai écrit sur la dystopie de ce point de vue-là. Je pense qu'en général, les dystopies ne nous aident pas à penser notre monde. Elles nous égarent beaucoup plus. Alors qu'en fait, elles ont plutôt bonne presse. Encore une fois, dans une certaine gauche radicale, il y a tout un tas de gens qui bouffent des dystopies en disant « bah oui, ça alimente ma culture politique parce que tu comprends, du coup, comme ça, je suis vigilant, on nous manipule ». L'énoncé « on nous manipule » n'est pas un énoncé de gauche. Et Dieu sait si des manipulations, il y en a. Mais c'est pas « on nous manipule ». Il faut être plus précis. Qui manipule qui, comment, pourquoi, dans quelle situation. Enfin bref, je me répète. Chers amis, j'ai donc discuté longtemps pour le site à gauche. J'espère que vous serez par la suite très assidus sur ce site tout à fait recommandable. Bonne continuation.